On a voulu aborder en fait la question de la discrimination d'une manière un peu originale. Et on s'est dit, pourquoi pas partir de faits réels, de situations qu'on connaît, de situations qu'on peut avoir vécues à un moment donné ou que notre environnement a vécu en direct. Et on s'est dit, c'est la meilleure façon de faire prendre conscience que les discriminations, elles existent et qu'on n'est pas dans une position en fait, de fabulation. Il y a encore beaucoup trop aujourd'hui d'individus qui pensent que la discrimination n'existe pas et que les personnes se mettent dans des situations de victimisation naturellement. En fait, cette situation de victimisation, elle est produite. Et on le raconte dans le livre à travers 6 personnages qui nous paraissent étant un catalogue le plus large possible en fait, des populations les plus discriminées. Donc on commence par Abdoulaye qui a grandi à Sevran et qui, grâce au système éducatif français, a réussi à décrocher un diplôme de 3e cycle à l'université. Et on va voir comment un jeune qui s'est donné les moyens de réussir à travers un parcours éducatif exemplaire, comment le système va le rattraper et va le pénaliser au moment de son insertion professionnelle. Et quelle va être la conséquence psychologique, la conséquence morale, la conséquence économique de cette situation. Et on constate finalement que c'est une situation qui est complètement débile et qui produit de l'inefficacité sociale. Et donc, à travers ces différents personnages, on traite les questions en fait, de discrimination ethnique, culturelle, sociale, mais également liées en fait, à l'handicap, aux questions de genre, aux questions qui sont tout simplement liées à la volonté en fait, de pouvoir progresser dans une société qui est complètement fermée, qui ne donne pas réellement la chance à celui qui est méritant. Et c'est de ça dont on parle à travers ces 6 personnages, d'une manière complètement terre-à-terre. Tout est illustré d'une manière statistique. Donc on a été faire des recherches, nous nous appuyons sur des enquêtes. Et ce qu'on raconte, en fait, c'est ce que l'ensemble des Français vivent au quotidien. Ce qu'on a voulu démontrer dans la démarche, c'est qu'il faut sortir un peu de ces images négatives qu'on peut tous avoir à travers ces stéréotypes, ces préjugés qui sont cultivés, qui génèrent au final de la discrimination. C'est très simple, hein, c'est une mécanique qui s'illustre par exemple par un univers culturel dans lequel on a grandi, par rapport à un niveau de lecture qu'on peut avoir, un écosystème dans lequel on est, qui favorise en fait une réduction de la connaissance et qui se focalise sur des individus. Et donc du coup, quand on est petit, grand, quand on est noir, blanc, quand on est d'origine modeste, quand on habite la Seine-Saint-Denis ou des zones rurales, eh bien on va porter des étiquettes. Ces étiquettes, à un moment donné, elles vont avoir comme conséquence directe de se faire discriminer à un moment donné dans son parcours. Et c'est ça qu'on essaye d'expliquer à travers ce livre. C'est une situation en fait qui a pour conséquence de générer des inégalités à moyen terme. Et plus on aura la possibilité de pouvoir toucher du doigt ces dysfonctionnements mentaux que chacun a au quotidien, eh bien on arrivera à faire reculer les discriminations et on créera une société qui se portera mieux demain. Oui, enfin, il y a 2 choses essentielles dans ce que dit Saïd, c'est que premièrement, effectivement, nos élites sont en retard d'au moins 40 ans. Enfin, elles lisent pas la réalité sociale telle qu'elle est. Je connaissais un dirigeant d'une grande banque qui me disait qu'ils allaient s'implanter dans les banlieues en général parce que c'était les zones franches fiscales, mais s'ils ne recrutaient pas en local, c'est que les talents n'étaient pas là. Or, nous, quand on a voulu faire au début cette bio d'Abdoulaye, qui est un jeune de 25 ans à Sevran, qui est diplômé, à ceux qui voudraient nous opposer, forcément, vous avez voulu faire la belle histoire avec un jeune diplômé, mais non, parce que le taux de diplômés du supérieur a quadruplé en 30 ans. Il a d'ailleurs rejoint quasiment le taux, la moyenne nationale. Or, l'image d'Épinal reste très fortement ancrée selon lesquelles il serait très en dessous. La deuxième urgence à résoudre, c'est qu'en réalité, non seulement ça crée une discrimination première, mais ensuite ça crée au-dessus ce qu'on appelle du méta-stéréotype. C'est-à-dire que la personne discriminée va intérioriser ça et se figer dans un destin avec plafond de verre, autocensure. C'est les femmes qui se disent qu'elles ne pourront pas être dirigeantes. C'est les jeunes discriminés qui se diront que les entreprises, c'est pas pour elles. Tout ça, c'est pas bon parce que ça casse le lien social, ça casse la croyance dans l'avenir et puis ça casse la croyance dans la République, tout simplement. Ce
qu'on a voulu porter à travers ce travail, c'est de montrer en fait qu'on était tous concernés par la discrimination et qu'on pouvait tous être à un moment donné dans nos parcours de vie discriminants. Et plus tôt on est en capacité d'identifier en fait notre capacité à mettre des étiquettes sur les individus qui constituent en fait un certain nombre de préjugés parce que tel individu a des qualités ou a des défauts, eh bien plus tôt on est capable d'identifier cette attitude, plus tôt on est capable de corriger le tir et de redonner un peu plus d'ouverture vers l'autre. Et cette position en fait d'ouverture vers l'autre va nous permettre de nous protéger du principe de discrimination et donc de réinstaller automatiquement en fait un peu plus d'égalité, l'égalité dont la société a besoin aujourd'hui. Si on repart à la base, discriminer, c'est choisir, c'est faire un choix, sauf que c'est faire un choix biaisé. Le législateur, dans sa grande prudence, a listé 18 critères qui constituent la discrimination. Donc les plus fréquents, c'est l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, l'origine sociale, l'appartenance politique, etc. Tout ceci était listé et sanctuarisé auprès de la HALD, qui n'existe plus, ce qui est d'ailleurs un bon symptôme de l'attention que les pouvoirs publics portent à ces questions. Et à partir de ces 18 critères, on peut voir effectivement, comme dit Saïd, que contrairement à la façon dont le thème est en général porté au plus haut niveau, la discrimination concerne tout le monde. On a souvent l'impression que c'est l'affaire de quelques populations dans des ghettos. En réalité, c'est une logique d'enfermement. La discrimination, ça concerne tout le monde déjà parce que toutes les femmes, donc plus de 50% de la population, sont concernés par la discrimination à un moment ou à un autre, soit dans leurs études parce qu'on va les orienter vers des métiers dits non masculins, ce qui n'existe pas, ensuite parce qu'on va leur poser des questions sur leur vie privée pendant les entretiens de recrutement, etc. Et puis pour les hommes, déjà on peut être victime d'une maladie invalidante. Et si tout se passe bien et qu'on avance sainement en vie, à partir de 45 ans, de toute façon, on est discriminé puisque les personnes de plus de 45 ans ont 7 fois moins de chances que les autres d'avoir un emploi. Donc ne serait-ce qu'avec ces deux critères, mais il y en a 18, tout le monde passera par le tamis de la discrimination dans sa vie. En fait, l'empowerment, c'est le troisième étage de notre fusée de manifeste, parce qu'on voulait quand même dire que la discrimination n'est pas une fatalité, mais effectivement, on peut s'en sortir. C'est un manifeste en 3 temps. En premier lieu, on s'adresse aux acteurs politiques, publics, parce que c'est à eux de faire, non pas qu'ils ne fassent rien, mais il y a une phrase d'Aristote qu'on aime beaucoup qui dit qu'il n'y a rien de plus injuste que de traiter de façon égale deux situations qui ne le sont pas. Or, quand il y a des situations qui sont vraiment inégales, il faut savoir mettre le paquet. Et quand vous savez qu'il y a 1,2 élèves d'écart entre une classe de ZEP et le lycée d'Henri IV, dans certains cas, pas tous, mais assez souvent, on voit bien que la puissance publique ne joue pas son rôle. Dans un deuxième temps, on a dit aux entreprises, on leur donne un certain nombre de pistes pour changer leurs pratiques. C'est-à-dire, par exemple, il y a un économiste qu'on aime beaucoup qui s'appelle Amartya Sen, qui dit qu'il faut envisager les capacités de chacun plutôt que le diplôme initial. Et c'est vrai que la France est en train de dépasser la Chine en pays du mandarinat et qu'on continue à accorder une importance beaucoup trop importante au diplôme de base. Et puis en dernier lieu, on dit chaque citoyen peut se prendre en main et agir. On arrive très rapidement en fait sur la dernière partie où on explique que finalement on a besoin aussi de trouver de nouvelles solutions pour pouvoir sortir de ce phénomène qui existe depuis des années. Ces nouvelles solutions, elles peuvent être portées, comme le disait tout à l'heure Vincent, par la collectivité, l'État, les représentants politiques, mais également l'entreprise qui a un rôle social, qui a un rôle d'entreprise citoyenne. Quand elle s'installe sur un territoire et qu'elle recrute pas en local, ça pose un problème aux collectivités qui sont sur le territoire. Mais avant tout, en fait, ça relève en fait de la responsabilité de chacun. C'est-à-dire qu'un candidat qui est discriminé pour des vraies raisons, il peut rapidement tomber dans une attitude de victimisation, mais il peut aussi faire le choix de se prendre en main et de devenir acteur en fait, de changement par rapport à cette situation. Et donc, on voit très bien qu'en inventant de nouveaux systèmes, en ayant de nouvelles attitudes, en se comportant avec un peu plus d'innovation au quotidien, eh bien on peut changer les lignes de ces principes qui créent de la discrimination pour pouvoir restaurer un peu plus d'égalité des chances dans la cité aujourd'hui. Et c'est ce qu'on essaie de faire passer comme message à travers des cas concrets dans le cadre de ce livre.